Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire datant de la toute fin du 19e siècle. Alors, installez-vous confortablement pendant que nous partons pour le Canada. Zelda Ward est née à la campagne près de Seattle, dans l'État de Washington aux États-Unis, en 1875. Son père possédait une ferme dans le comté de King et grâce à son travail acharné, elle a eu une enfance confortable. C'était une jolie enfant et elle est devenue une belle jeune femme qui avait de nombreux admirateurs. Les hommes se retournaient toujours lorsqu'elle passait, et nombreux étaient ceux qui voulaient la courtiser. Elle fut bientôt connue sous le nom de Belle. Elle était élégante et sophistiquée, et il semblait qu'elle aurait l'embarras du choix. Parmi tous les jeunes hommes éligibles, tout le monde pensait qu'elle mènerait une vie confortable avec l'un d'eux. Belle, cependant, était quelqu'un qui voulait se marier par amour. Et entrer dans l'une des familles les plus distinguées du comté n'était pas quelque chose qu'elle considérait comme important. Au lieu de cela, en 1895, elle épousa un homme bien moins aisé nommé Hanson A. Adams, alors qu'elle n'avait que 19 ans. Le jour de son mariage, elle était vue comme une très jeune mariée. À l'époque, l'âge moyen pour qu'une jeune femme se marie était de 22 ans. Au début, le mariage se passait bien, et Belle a donné naissance à un bébé, mais bientôt la relation avec son mari a commencé à se détériorer. Quand les choses n'ont pas évolué, Belle a eu du mal à gérer, comme épouse et mère. Bien que sa situation soit malheureuse, ses options semblaient limitées. Le divorce à l'époque était rare, avec moins de 1% des mariages qui se terminaient ainsi, principalement parce qu'il y avait encore une stigmatisation sociale liée à cela. De plus, il y avait peu d'opportunités pour les femmes divorcées, en particulier celles ayant des enfants. Belle savait trop bien qu'un tel chemin menait souvent à des difficultés économiques. La réponse à ces problèmes conjugaux s'est résolue d'une manière très différente. Lorsque, en août 1896, de l'or fut découvert dans la région du Klondike, dans le territoire du Yukon, au nord-ouest du Canada. Cette nouvelle atteignit bientôt Seattle et San Francisco, et provoqua une ruée de chercheurs d'or vers la région. L'un des hommes qui partit dans l'espoir de faire fortune était le mari de Belle, Monsieur Hanson A. Adams. Pourtant, la concurrence entre ces chercheurs d'or était féroce, et la rudesse de la prospection rendait l'existence difficile. L'afflux de chercheurs de fortune était si important dans la région que la petite ville de Dawson, qui ne comptait que 500 habitants, en 1895 connut une augmentation de population spectaculaire. En 1898, elle comptait 30 000 habitants. Avec son mari désormais à la recherche d'or, Belle découvrit rapidement qu'être mariée et mère ne la rendait pas moins attirante aux yeux des jeunes hommes du comté de Kings. Elle commença à sortir davantage, et il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne rencontre un musicien de Kansas City nommé Charles Kincaid, que tout le monde appelait Charlie. Il avait 5 ans de plus que Belle, étant né en 1870, et comme elle, il était également marié. Sa première femme était décédée, mais Charles s'était remarié. Il était aussi père de 2 jeunes enfants lors de son second mariage. Il a quitté les États-Unis et s'est installé au Canada, dans la petite ville de Nelson, en Colombie-Britannique, qui se trouve à environ 65 km au nord de la frontière canado-américaine. Mais ce mariage a rencontré des difficultés, et il avait déménagé dans la ville de Victoria, où il y avait une abondance de travail pour des musiciens talentueux comme lui, capables de jouer du piano, de la guitare et du banjo. L'économie canadienne s'améliorait après la Grande Dépression nord-américaine qui avait commencé en 1893. La production agricole avait augmenté, tout comme l'industrialisation. Et, bien sûr, la ruée vers l'or avait fait que de nombreux hommes s'arrêtaient à Victoria avant de partir pour leur voyage de 3000 km à la recherche d'or dans le Klondike. Belle tomba bientôt amoureuse de Charlie. Il avait des manières si charmantes qu'elle trouvait difficile de lui résister. Alors, elle laissa son enfant chez sa mère et l'accompagna à Victoria. Charlie était métis et un personnage très sympathique. Lui et Belle devinrent rapidement des visages familiers dans les rues de la ville. Mais on les voyait souvent impliqués dans des disputes animées. À une occasion, Belle fit sa valise et menaça de le quitter. Charlie refusa de la laisser partir, exigeant qu'elle lui rende d'abord certaines bagues qu'il lui avait offertes. Mais malgré ces disputes fréquentes et ces conflits récurrents, leur lien restait fort et ils trouvaient toujours un moyen de se réconcilier. Pendant que Charlie jouait de la guitare, du piano et du banjo la plupart des soirs dans un établissement de la rue Yates, Belle travaillait comme prostituée. À la fin du 19e siècle, au Canada, la prostitution était assez répandue dans les centres urbains. Beaucoup exerçaient discrètement dans des bordels, des chambres meublées ou dans la rue.
les réglementations légales variaient selon la province. Dans certaines régions, les activités associées à la prostitution étaient tolérées, tandis que dans d'autres, bien que plus strictement réglementées, la perception sociale de cette industrie était mitigée. Certains la considéraient comme un problème social, tandis que d'autres reconnaissaient les réalités économiques qui poussaient les femmes vers cette profession dont beaucoup ne se livraient à la prostitution, qu'en raison du manque d'opportunités d'emploi et de difficultés économiques. À l'époque, à Victoria, la prostitution était généralement acceptée, bien que les autorités aient le pouvoir légal d'infliger des amendes et des peines de prison aussi bien aux travailleuses du sexe qu'à leurs clients. Cependant, ces mesures étaient rarement appliquées. Durant leur séjour à Victoria, Charlie et Belle ont logé dans diverses pensions. Mais en mai 1898, ils vivaient dans la chambre de devant au 2e étage de l'hôtel Empire sur la rue Johnson. Cette partie de la ville était alors connue pour ses bordels, ses saloons et ses lieux de divertissement. Les lampes à gaz et les rues faiblement éclairées créaient une ambiance sombre, avec des femmes en tenue provocante qui sollicitèrent des clients. Elle était devenue connue pour ses activités illicites, et ceux qui travaillaient dans ce milieu étaient considérés à la fois comme un problème social et une source de fascination. Même si les autorités savaient qu'elles devaient tenter d'améliorer la réputation du quartier, à ce stade, il devenait assez évident que la relation entre Charlie et Belle s'était fortement tendue. Leur dispute continuait, et Belle pensait que Charlie voyait quelqu'un d'autre. Finalement, le directeur de l'hôtel lui a dit que s'il voulait garder sa chambre, il devait mettre fin à sa relation avec mademoiselle Adams. Charlie s'est plié à cette demande et lui a dit qu'elle ne pouvait plus rester à l'hôtel, mais il l'a aidé à trouver un autre logement. Le personnel de l'hôtel a reçu l'ordre d'interdire à mademoiselle Adams l'accès à sa chambre. Belle était pourtant une jeune femme résiliente et intelligente. Le jeudi 2 juin, elle a habilement persuadé le portier de lui donner accès à la petite chambre qu'elle partageait autrefois avec Charlie. Elle espérait récupérer quelques-unes de ses affaires, mais en ouvrant la porte, son cœur se serra d'horreur. Charlie était déjà avec une autre jeune femme. Une altercation a éclaté entre eux, ce qui a conduit à l'expulsion de Belle des lieux. Le directeur de l'hôtel a alors rappelé à son personnel qu'il ne fallait plus laisser entrer Belle dans l'hôtel. À 21h le lendemain, vendredi 3 juin 1898, Charlie retournait dans sa chambre. Il semblait de bonne humeur, il portait une canne et des gants et souriait au personnel. En entrant dans le hall, comme d'habitude, il sifflait en montant les escaliers. Lorsqu'il ouvrit la porte et entra dans sa chambre, Belle était assise près de la fenêtre à l'attendre. Peu de temps après, les clients de l'hôtel se rendirent compte d'une dispute passionnée entre eux. La voix d'un homme résonna, déclarant son intention de rompre avec elle. Ayant trouvé quelqu'un d'autre, la femme le supplia de ne pas partir, sa voix tremblant d'appréhension. Un silence s'abattit alors sur la scène pendant quelques secondes avant que M. Charles Kincaid n'émerge de la pièce. Il dévala les escaliers de l'hôtel en titubant et se retrouva sur le trottoir, la main serrant sa gorge ensanglantée, du sang imbibant sa chemise et sa veste. L'ancien agent de police Frank Bevan appela d'urgence quelqu'un pour aller chercher un médecin et alla porter secours à l'homme blessé. Charlie réussit à se relever momentanément, mais tomba de nouveau peu après. En tombant, il prononça ces mots « Mon Dieu, elle m'a tué !» Il a été remarqué qu'une jeune femme aux cheveux clairs l'avait suivi en sortant de l'hôtel. Dans sa main, elle tenait un rasoir à manches blancs couvert de sang. En entendant le vacarme, Samuel Hardman, qui buvait dans le bar de l'hôtel, est intervenu rapidement. Ayant vu la jeune femme tenir le rasoir dans sa main tremblante, il l'a poussée contre le mur. Réalisant qu'elle était manifestement bouleversée, il lui a demandé l'arme et, sans résistance, elle la lui a remise, sa voix tremblante lorsqu'elle a dit « Prenez le rasoir, c'est moi qui l'ai fait ». La jeune femme se précipita alors auprès de Charlie, s'agenouilla à ses côtés et embrassa tendrement ses lèvres. Elle se tourna vers les spectateurs et expliqua « C'est moi qui l'ai fait, je ne voulais pas le faire, je l'ai fait par amour. Il m'y a poussé. » Quelques instants plus tard, le docteur Fraser arriva. Mais après un bref examen, il déclara avec tristesse que M. Charles Kincaid était mort. Le corps du défunt a été ramené à l'intérieur de l'hôtel avant d'être transféré à la morgue. La jeune femme a ensuite été escortée au poste de police par l'agent Anderson et l'agent Redgrave. Là, elle a déclaré aux policiers qu'elle s'appelait mademoiselle Belle Adams et a admis ce qu'elle avait fait. Elle a ensuite exprimé son désir de mourir avec son amant. Le lendemain matin, à 10h, un tribunal du coroner s'est réuni.
Le jury a examiné le corps du défunt avant de se rendre à l'hôtel Empire, dans la chambre où le drame s'est déroulé. Le banjo et la guitare du défunt étaient posés sur le lit, témoignage poignant de son talent musical. Des traces de sang souillaient le sol et les murs. Une foule nombreuse s'était rassemblée au tribunal, curieuse d'apercevoir la jeune femme qui avait commis cet acte terrible. Et lorsqu'elle est apparue, beaucoup ont remarqué son apparence saisissante, tandis que les témoins racontaient les événements de la veille. Belle a pleuré. Lorsque les preuves ont été présentées, le jury l'a tenue responsable du meurtre et le juge l'a informé qu'elle serait jugée pour ce crime. Après une série de reports, le procès de Mademoiselle Belle Adams a finalement commencé le 5 octobre 1898. Pour beaucoup, cela semblait être une affaire très simple. La jeune femme avait tué son ancien amant à l'hôtel Empire dans un accès de jalousie, après avoir appris qu'il était désormais en couple avec une autre femme nommée Rita Kerman. L'accusation a exposé les faits qui se sont produits vers 21h le vendredi 3 juin et a présenté plusieurs témoins. Certains avaient vu Belle entrer dans l'hôtel et d'autres l'avaient vu suivre Charles dans les escaliers avec le rasoir à la main. De nombreux témoins ont répété leurs déclarations faites devant le tribunal du coroner. Mais l'accusation a également présenté des témoins qui ont pu confirmer qu'à plusieurs reprises, ils avaient entendu Mademoiselle Adams menacer de tuer Monsieur Kincaid s'il la quittait un jour. La presse a toujours présenté cette nuit fatidique comme l'histoire d'une femme jalouse, incapable d'accepter que son amant ait rencontré une autre. L'accusation avait suivi le même récit, mais la défense a présenté une perspective radicalement différente et a fait comparaître des témoins très intrigants de son côté. L'un d'eux était un homme nommé Monsieur William Burns, propriétaire de la pension Burns. Il a raconté que, lorsque l'accusé séjournait là-bas avec Monsieur Kincaid, ils se disputaient fréquemment et qu'il était souvent appelé à les séparer. Il a dit qu'à une occasion, Monsieur Kincaid avait jeté Mademoiselle Adams sur le lit et l'étranglé. Monsieur Burns a ajouté que Monsieur Kincaid n'a cessé de faire cela que lorsqu'il a menacé d'appeler la police. Il a ajouté que Mademoiselle Adams a mis du temps à se remettre de cette épreuve. Lorsque Monsieur Burns a été interrogé pour savoir si Monsieur Kincaid avait été violent envers Mademoiselle Adams à d'autres occasions, il a répondu qu'effectivement, c'était le cas. Il a dit au tribunal qu'un jour, lors d'une dispute d'argent, il a entendu Monsieur Kincaid dire que s'il avait un rasoir, il lui réglerait son compte. Lorsque Mademoiselle Adams a pris la parole à la barre, un sentiment d'attente et d'enthousiasme a envahi la salle d'audience. Ces paroles étaient prononcées à voix basse, ce qui poussait souvent le juge à lui demander de parler plus fort. Elle a indiqué avoir rompu avec Monsieur Charles Kincaid et s'être rendue à l'hôtel le 3 juin à sa demande. Elle a dit qu'il était sorti pendant quelques heures et qu'à son retour, il était en colère. Une dispute a éclaté. Il a saisi le rasoir et a tenté de l'attaquer. Elle s'exprimait d'une manière très maîtrisée, bien que sa voix fût émotive. Il était évident pour le tribunal que le récit des événements de cette nuit-là ravivait des souvenirs traumatisants. Mademoiselle Adams a poursuivi en disant qu'elle avait réussi à arracher la lame des mains de Monsieur Kincaid, et il l'a laissée tomber sur la table, craignant que s'il la ramassait, il ne la tue. Elle l'a saisie et l'a blessée. Elle a déclaré que tout cela s'était fait en légitime défense. Lorsqu'elle a été contre-interrogée, Belle est restée très calme et a répondu à toutes les questions de manière concise. L'avocat de l'accusation lui a posé des questions sur une conversation qu'elle avait eue avec l'agent de police Redgrave et l'agent de police Anderson le 3 juin. Ils ont allégué qu'elle leur avait dit qu'elle avait dit à Monsieur Kincaid de ne pas la rendre violente, ce à quoi il avait répondu en lui disant de s'en aller, car il avait maintenant une fille qu'il préférait. Mademoiselle Adams a baissé les yeux un instant, puis a confirmé qu'elle avait peut-être dit cela. Interrogée sur cette nuit-là, Mademoiselle Adams a dit qu'ils s'étaient disputés car elle avait demandé pourquoi. Il lui avait dit qu'il ne sortirait qu'une demi-heure, mais il n'est revenu qu'au bout de 2 heures. Elle lui a demandé s'il avait bu, ce à quoi il a répondu « pas beaucoup ». Ils ont continué à se disputer avant qu'il n'essaye de l'attaquer. Il a été noté par ceux présents dans la salle d'audience qu'elle avait répondu aux questions du procureur avec une précision remarquable et un haut niveau de crédibilité. Un autre témoin était un cocher qui a informé le tribunal qu'en mai 1898, on lui avait demandé de transporter une malle pour le défunt. Et en lui parlant, M. Kincaid lui a dit que si Mademoiselle Adams ne faisait pas attention à elle, il la tuerait. Lorsque le procès s'est terminé, le jury a été envoyé pour délibérer. L'excitation et la tension remplissaient la salle d'audience dans l'attente d'un verdict imminent.
Le jury, cependant, a pris un certain temps pour examiner attentivement les preuves et décider si Mademoiselle Adams était coupable ou innocente du crime dont elle était accusée. Lorsqu'ils sont revenus dans la salle d'audience, ils ont déclaré l'accusée, Mademoiselle Belle Adams, coupable d'homicide involontaire. Ils n'ont pas cru que ces actes avaient été prémédités. Le juge Irvine l'a alors condamné à 5 ans de prison à purger au pénitencier de Kingston. Un silence étrange envahit la salle d'audience, car même si beaucoup ne considéraient pas le crime comme prémédité, le fait demeurait qu'elle avait ôté la vie à M. Kincaid, et une peine bien plus sévère était attendue. En décembre de la même année, le mari de Belle, M. Anson Adams, obtint une séparation légale d'avec elle. Il déclara que sa femme était une condamnée et Belle n'offrit aucune défense. Il obtint alors la garde de leur enfant. Il était revenu des champs aurifères lorsqu'il apprit que sa femme était en prison accusée de meurtre. On pense qu'il a contribué généreusement aux frais engagés pendant le procès. À mesure que l'intérêt des médias et du public pour l'affaire diminuait, les gens commencèrent à se demander si Belle était vraiment coupable. C'était une jeune femme de petite taille, et beaucoup pensaient qu'elle n'aurait pas pu infliger une telle blessure à un homme aussi puissant que Charles Kincaid. Certains pensent qu'une autre personne pourrait être responsable. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'écouter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours. Et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.